Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Avec vous, nous avons l'habitude de décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo, l'actualité parlementaire et tout ce qui touche à l'avancement de notre pays. Vous le savez très bien, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a plusieurs leaders d'opinion, les députés ainsi que les sénateurs qui ont leur pierre de contribution à emmener pour le développement de ce pays. Et c'est dans ce cadre que nous le recevons dans cette émission Le Siège. Bienvenue à tous. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Maître Vincent Ngoyi Ngoyi. Il est homme politique, on va le dire, acteur politique, mais il est également chef de travaux à l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Avec lui, nous allons revenir sur l'actualité parlementaire, mais également tout ce qui se dit du côté de la Cour constitutionnelle. Je vous prie de suivre. Maître Ngoyi, Vincent Ngoyi Ngoyi, avec nous allons décrypter un peu l'actualité parlementaire. Bienvenue une nouvelle fois sur notre plateau. Merci beaucoup madame, heureux de retrouver le plateau de Les Sièges. Nous sommes heureuses de vous avoir encore sur ce plateau. Alors nous allons un peu discuter de tout ce qu'il y a autour de la politique en République démocratique du Congo. Mais d'entrée de jeu, la question principale, la question phare de cette émission avec laquelle nous débutons toujours, comment se porte la RDC aujourd'hui selon votre regard dans politique? Selon mon regard, notre pays est d'une part sur la bonne voie parce que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a été reconduit par le peuple congolais avec une majorité très confortable. Plus de 73% des suffrages valablement exprimés en sa faveur. Le peuple lui a également donné pour la première fois la majorité la plus écrasante et la plus confortable de l'histoire parlementaire de notre pays. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale est composée de plus de 96% des députés acquis à la cause du président de la République, ce qui veut dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aura la possibilité de mettre en place les réformes que lui-même veut, des réformes qui vont dans le sens du bien-être de la population de la République démocratique du Congo. Mais d'autre part, la situation qui continue de prévaloir dans l'Est de la République démocratique du Congo, où oui, je suis congolais, je le sais et je pense que ce n'est pas très bien. Beaucoup de morts chaque jour, c'est totalement regrettable. Nos frères qui sont à l'Est ne méritent pas ce traitement. Et qu'il est du devoir de nos dirigeants, le président de la République en tête, ainsi que son gouvernement à venir, la nouvelle Assemblée nationale, de tout mettre en œuvre pour qu'en priorité, une solution soit trouvée dans la crise qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que si le président gouverne avec cette guerre jusqu'à la fin de son mandat, je ne pense pas qu'il sera dans le confort de mettre en place ces réformes de manière aisée. Il n'y a que ce baromètre que vous avez vu, la guerre à l'Est, mais vous savez qu'aujourd'hui, le taux du dollar est en train de grimper. Vous savez, aujourd'hui, les fonctionnaires sont impayés, plutôt, ça fait beaucoup de temps. Il y a toutes ces perturbations-là. Finalement, c'est le social de la population congolaise qui, chaque jour, se détériore. Et vous pensez que la RDC va bien? Je n'ai pas dit que la RDC va bien. Je n'ai pas dit que la RDC va bien, j'ai tracé un tableau totalement mitigé. J'ai dit que le président de la République, depuis qu'il a prêté serment pour son second mandat, oui, il gère le pays, mais il n'a pas encore, il ne s'est pas encore doté des institutions définitives qui pourront l'aider à prendre des mesures durables pour juguler la crise, que ce soit économique, sociale ou sécuritaire qui sévit dans notre pays. Alors, oui, le dollar ne fait que grimper. Moi-même, je suis fonctionnaire de l'État, je suis chef de travaux d'université, dans une université officielle, et donc je suis fonctionnaire de l'État. Les salaires ne viennent plus comme ils venaient, ça c'est vrai, et c'est totalement regrettable. Mais c'est une situation que moi je trouve en ce moment
qui était prévisible dans le sens où le pays n'a toujours pas de gouvernement. Il faut également que nos députés qui viennent d'arriver à l'Assemblée nationale, le président de la République en tête, dans les réformes qui seront faites pour cette législature, qu'on prévoit un mécanisme qui oblige, oui, parce que le président, il a aussi des obligations, qui oblige au président de la République de mettre en place un gouvernement à l'issue d'une certaine période, de ne pas dépasser une période X pour la mise en place du gouvernement. Aujourd'hui, nous allons de tractation en tractation. Il y a des gens qui veulent absolument être servis, être très bien servis. Mais entre-temps, sans gouvernement définitif et avec un gouvernement qui n'expédie que les affaires courantes, on ne peut pas attendre, en tout cas... Mais finalement, pourquoi il y a ce retard? Monsieur Augustin Kabouya, qui est député national et qui est secrétaire général de l'UDPS, a été nommé informateur. Il a pris quelques jours, il lui a été encore ajouté des jours pour qu'il finisse ce travail. Madame Judith Soumine Toulouka est finalement nommée première ministre. Elle refait encore, on a l'impression, le même travail qui a été fait par Augustin Kabouya. Oui, M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, informateur à l'époque, n'a fait que son travail d'informateur. Maintenant, même si à un certain moment il avait été appelé formateur, non, le vrai formateur c'est Madame Judith Toulouka qui est en train de consulter parce que c'est bien elle qui va proposer les noms. M. Augustin pouvait proposer les profils des partis, des regroupements sur base des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle parce que lui m'avait dit à l'époque qu'il attendait ces arrêts. Et maintenant que les arrêts ont été rendus, Madame Judith qui est formatrice du gouvernement, c'est elle qui sera qui est la première ministre, qui est la chef de ce prochain gouvernement. Il lui appartient de rencontrer physiquement les acteurs politiques. Pour elle, je peux même dire, dans une certaine mesure, ce sont des interviews d'embauche qu'elle fait, parce que parmi les acteurs qui la voient, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, ce sont les chefs des partis, généralement, qui se proposent et ils seront, j'imagine, en majorité dans ce gouvernement. Donc, sur base de ce qu'elle fait comme travail, je pense qu'elle va trouver le bon équilibre entre les chefs des partis politiques, entre les femmes, les hommes et les jeunes qui devront faire partie de ce gouvernement. Elle a dit, ça s'est relayé sur les réseaux sociaux, ne me faites pas tarder, c'est-à-dire qu'elle voulait que dans les plus brefs délais, tous les regroupements politiques qui l'ont rencontré lui proposent des noms au plus tôt. Et elle a proposé elle souhaite plutôt, disons-le comme ça, que le gouvernement soit rétréci, qu'il n'y ait pas beaucoup de membres dans le gouvernement. Mais il y a des chefs des partis politiques qui ont dit qu'il faudrait qu'on ait un gouvernement à la taille de la RDC. C'est-à-dire quoi? Moi, je pense que ceux qui disent ça sont tout simplement gourmands, il faut se dire la vérité. La question de la taille, de la réduction de la taille du gouvernement qui implique ipso facto la réduction du train de vie des institutions, de l'institution gouvernement, était l'une des promesses, l'un des engagements politiques du président de la République pendant sa campagne électorale. Le gouvernement de la RDC a toujours été, depuis ces dernières années, plus de 10 ans, composé de plus de 70 membres, ce qui ne peut pas être normal dans la mesure où le budget de la République, généralement on a du mal à l'exécuter, généralement on se rend compte que ce sont les institutions qui consomment le plus de budget et la population, oui, elle ressent ça dans son panier, dans le panier de la ménagère. Donc le président a voulu, selon ce que j'ai entendu, que le gouvernement soit composé de 45 membres, avec possibilité d'avoir 46, parce que la première ministre est aussi membre du gouvernement, mais apparemment elle voudrait que ça soit 45 plus elle, donc 44 plus elle, ce qui ferait 45. Oui, nous devons retenter cette expérience. Moi, une fois, j'ai essayé de composer dans mon petit bureau à la maison. Il y a des ministères finalement justement qui doivent être fusionnés. J'ai composé un gouvernement de 45 membres. J'ai vu que c'était totalement faisable parce qu'un ministère comme le ministère de l'Environnement, Développement durable, devrait être associé comme dans les temps. C'était le ministère de l'Environnement, Conservation de la nature et Tourisme. On ne peut pas avoir à la fois le ministère de l'Environnement et Tourisme. De la même manière que le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas avoir l'intérieur et la décentralisation à part. Donc, il y a des ministères qui doivent être fusionnés pour que le train de vie des institutions soit
totalement réduit. Content de cette expérience, le président voudrait que les salaires de certaines personnes qui dirigent l'État soient revus à la baisse pour permettre à ce que ceux des fonctionnaires de l'État, des enseignants qui souffrent au quotidien avec la population, avec la formation de l'élite congolaise d'avenir, puissent quand même voir leur salaire un tout petit peu amélioré. Et là, il faut encourager. Moi, je ne suis pas de cet avis d'avoir un gouvernement de plus de 60, 70 membres, comme cela a toujours été le cas, parce qu'au finish, dans ce pays-là, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Même si on propose un gouvernement de 500 personnes, vous verrez sur vos antennes, les jours suivants, des gens venaient dire non, nous, notre communauté XY n'est pas représentée. Nous allons parler de l'actualité parlementaire finalement. Il y a les assemblées, les bureaux définitifs des assemblées qui doivent être installés au niveau de l'Assemblée nationale ainsi qu'au niveau des assemblées provinciales. Alors, il y a quelque chose qui bloque finalement parce que c'est depuis la rentrée parlementaire, c'était effectué depuis mi-mars. Nous en sommes là où il n'y a pas un calendrier définitif à l'Assemblée nationale pour appeler l'élection du bureau définitif. Et à dans les assemblées provinciales, c'est encore la cacophonie là. Oui, c'est totalement regrettable. Et il faudrait effectivement que la législation en la matière soit renforcée. Parce que j'ai même appris que dans une province, je crois, dans le Haut-Katanga, oui. Pas je crois, je confirme, parce qu'en fait, dans le Haut-Katanga, il y a eu le bureau d'âge qui a été destitué et on a mis un autre bureau d'âge. Au nom du simple principe de symétrie des actes juridiques ou des parallélismes des formes, comment expliquer que des gens qui ont été établis par la Constitution, c'est la Constitution qui prévoit que la plénière, la séance inaugurale d'une législature soit présidée par le plus âgé, accompagné de 2 benjamins. Ils n'ont pas été élus par la plénière. Ils ont été établis du fait de la Constitution et de la loi portant un principe fondamental relatif à la libre administration des provinces. Alors, comment expliquer que ces gens-là soient destitués par des députés? Ça, ils viennent de créer un nouveau monstre juridique. C'est une destitution totalement irrégulière. Mais étant donné que les élections du bureau définitif sont prévus aujourd'hui, d'une part, on aurait dû laisser ce bureau d'âge organiser les élections, surtout que d'autres questions à l'ordre du jour de la plénière, à savoir la validation des mandats, l'élaboration et l'adoption du règlement d'ordre intérieur, avaient déjà été épuisées. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça s'est fait. Le ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Parce que même s'il expédie les affaires courantes, oui, il est censé veiller au bon fonctionnement de ces assemblées et sous l'encadrement du président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'il dit? Finalement, il y a ce dictat c'est ce dictat qui bloque finalement. De ce dictat les députés provinciaux sont en train de dénoncer, on leur impose un ticket dans les bureaux des assemblées provinciales. Bon, là aussi je suis partagé. Imposer les tickets, oui, parce que vous-même vous le savez, le procureur général près la Cour de cassation a même lancé un avis pour demander à quiconque serait au courant des actes de corruption des députés provinciaux ou des autres acteurs politiques impliqués dans la mise en place des institutions définitives, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, de lui transmettre ces informations. Imposer les tickets, non, mais je pense qu'il y a plutôt consensus, parce que dans ce genre de situation où la plupart des assemblées provinciales, voire toutes les assemblées provinciales, sont composées en grande majorité de députés issus de la plateforme Union Sacrée, il est tout à fait normal que les responsables au plus haut niveau de cette plateforme Union Sacrée puissent se réunir et trouver un consensus et communiquer. Non, mais dans l'Union Sacrée, on peut avoir plusieurs personnes qui prétendent à cette candidature parce qu'il y en a eu, parlons pour la ville de Kinshasa, parlons pour le gouvernorat, au sein même de l'IDPS, tout le monde était convaincu, était sûr que M. Gérard Moulumba Gekoko allait être gouverneur. Ensuite, il s'est retiré. Mais si au sein même de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y avait certains qui ont postulé pour être rapporteurs, mais ne pouvaient plus le faire parce qu'il y a eu un mot d'ordre pour que ceux-là respectent seulement le ticket imposé. Il me semble qu'avant de sortir ce ticket, le secrétaire général de l'UDPS, je ne suis pas son porte-parole, j'avais suivi l'un de ses communiqués qui aurait mis en place une commission de gestion des ambitions. Donc c'est au niveau de cette commission-là, parlant
essentiellement de l'UDPS, dont je ne suis pas porte-parole, mais juste que j'ai suivi les informations. J'imagine qu'ils ont fait un travail à ce niveau-là pour toiletter, faire une petite élection au niveau primaire, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe dans les partis politiques. On donne les tickets, oui, c'est pour épargner les députés du risque de tentatives de corruption. Ce n'est pas mal. Moi, je trouve que, étant donné que ces députés sont en majorité Union Sacrée, il appartient aux chefs de leur plateforme, après avoir consulté, parce que quand on parle du consensus, parmi les préalables du consensus, il y a la consultation préalable, il y a également la récupération des avis et considérations des uns et des autres. Si cette étape est dépassée, on va aboutir directement au consensus. Donc, je pense qu'au lieu de chercher les médias 14h, et puis, ce n'est qu'un ticket de l'Union Sacrée. Alors, quiconque voudrait se lancer comme indépendant, moi, je ne trouve pas qu'il pourrait être empêché. Au sein même de l'Union Sacrée, oui, même s'il y aurait crise, il y aurait alors il y aurait crise d'intérêt, en quelque sorte. Bon, ce sont des choses auxquelles ces députés sont habitués. J'imagine qu'ils vont trouver des solutions. Un conflit d'intérêt, j'allais dire. Pourquoi selon vous, l'Assemblée nationale, pourquoi finalement il y a ce retard? L'Assemblée nationale, moi-même, je suis un peu surpris parce que, vu la situation délicate qui traverse la République, que ce soit au plan sécuritaire, que ce soit au plan économico-social, les députés auraient dû faire preuve de célérité dans la désignation, la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Étant donné que la Constitution dispose que 5 jours après la déclaration de la conformité à la Constitution du règlement d'ordre intérieur par la Cour constitutionnelle, le bureau de l'Assemblée nationale devrait être mis en place au cours d'une plénière. Alors, je ne comprends pas pourquoi. J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale sur l'antenne d'une télévision internationale qui déclarait qu'il n'y avait pas des blocages. Oui, j'espère, mais moi je trouve que le blocage, il persiste parce que jusqu'à présent, c'est vrai, il y a eu une plénière qui constitue à mettre en place la commission paritaire Assemblée nationale, plutôt à majorité opposition pour se partager les postes, et qu'ils sont encore en train de discuter sur le poste de deuxième vice-président qui réclame l'opposition. J'espère qu'au plus tard, la semaine prochaine, on aura le bureau de l'Assemblée nationale pour enfin passer à la mise en place du gouvernement. Nous espérons tous, nous allons passer du côté de la Cour constitutionnelle. Il y a ce débat finalement sur, puisque la Cour devrait se prononcer, elle devrait encore se prononcer, la Cour revient-elle encore finalement sur les arrêtés ou les arrêts qu'elle a elle-même déjà donnés? Il y a cette cacophonie autour de l'erreur matérielle, donc il y a ce vice-là, je pense que je vais appeler ça vice de procédure. Finalement, pourquoi ce flou autour de ceux qui doivent être validés, invalidés, proclamés à plusieurs reprises par la Cour constitutionnelle? C'est une jurisprudence fâcheuse qui a été créée par la Cour constitutionnelle elle-même en 2018, parce qu'en 2006 et en 2011, il y a eu contentieux des élections. Et la Cour, à l'époque, la Cour suprême de justice n'avait jamais siégé en rectification d'erreurs matérielles supposées. La Cour constitutionnelle, en 2018, elle a commis quelques bourdes. Elle siégeait à 3 juges pour les contentieux des résultats des législatives nationales. Il semble que certains juges, à l'époque, s'étaient trompés et qu'il eût fallu qu'ils revinssent sur certains arrêts. Ils sont revenus sur certains arrêts pour corriger les erreurs matérielles. Alors, la loi électorale, l'article 74 quinquies, a disposé, d'ailleurs pour corriger cela, que l'erreur matérielle ne devrait plus influer, avoir une incidence sur les dispositifs, c'est-à-dire sur la motivation du jugement, de l'arrêt, dans l'espèce. L'erreur matérielle ne devrait plus avoir l'incidence sur la motivation de l'arrêt. L'erreur matérielle, c'est quoi? L'erreur matérielle, au sens de la loi, c'est un vice de transcription des noms. Vous vous appelez Madame Grace Chako. Si on écrit votre nom, que vous appelez Madame Gloire Chako, au lieu de Grace Chako, dans ce cas, il y a erreur de transcription, un vice de transcription. Nous savons que dans ce pays, dans une circonscription donnée, pour être élu, le quotient électoral s'élevait à 30 000 voix et que aucun député ne pouvait atteindre 15 000 ou 10 000 voix. Mais on se rend compte que dans l'arrêt de la Cour, par erreur, on a transcrit
que tel député XY a eu 150 000 voix dans une circonscription de 30 000 voix. Il y a vice des transcriptions des chiffres, on peut encore parler de l'erreur matérielle. Mais parce que j'étais dans la salle comme observateur, la salle d'audience, lors de l'audience, la fameuse audience de rectification d'erreurs matérielles, bon, on a vu que la plupart des requérants, ils confondaient l'erreur matérielle et les vocables mal jugés dans le jargon du droit, qui veut dire que le juge s'est trompé sur sa motivation et on vient en appel pour réformer l'arrêt. Alors, c'est ce que la plupart des requérants sollicitaient. Alors que l'erreur matérielle ne consiste pas à réformer l'arrêt. L'erreur matérielle consiste à modifier, à réparer quelque chose qui a été mal transcrit ou un nom qui a été mal écrit. Donc, et puis il n'y a que 49 députés qui étaient concernés par l'invalidation. La Cour a statué sur plus de 130 requêtes, ce qui veut dire qu'il y a eu beaucoup de requêtes fantaisistes. Donc, en définitive, la Cour ne devrait pas revenir sur les erreurs matérielles. Exactement, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que normalement, étant donné que ce sont des juges qui s'étaient déjà prononcés sur une seule affaire, il existe un principe de droit, les non bis in idem. Les juges ne peuvent pas juger sur la même affaire deux fois. Et que le juge qui a déjà donné son opinion dans une affaire quelconque, s'il est encore consulté dans la même affaire, il devrait se déporter ou confirmer l'opinion qu'il avait déjà donnée. Donc, mais s'il y a véritablement erreur matérielle, il devrait revenir sur ça. Vous estimez qu'il n'y a pas vraiment d'erreur matérielle? S'il y a erreur matérielle, il faudrait qu'elle soit démontrée par les requérants. Mais dans les cas d'espèce, pourquoi j'ai d'ailleurs amené mon téléphone, c'était pour vous dire quelque chose. La Cour constitutionnelle, elle a tout simplement, elle a invalidé certains candidats sans qu'ils aient été attaqués. Oui, ça aussi. Oui, il y a des candidats qui n'ont pas été attaqués, mais on les a invalidés. C'est ce que la plupart des requérants pensent que ça s'appelle erreur matérielle. Mais ça ne s'appelle pas erreur matérielle. C'est une jurisprudence née de l'arrêt 016/2024 du 9 janvier 2024, l'arrêt qui a proclamé les élections définitives, les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Je l'appelle l'arrêt Théodore Ngoy. Dans cet arrêt, la Cour dit, je vais dire très rapidement, cependant, la CENI a transmis à la Cour constitutionnelle la décision numéro 001/CENI/AP/2024 du 5 janvier 2024 portant annulation des élections législatives provinciales dans les deux circonscriptions de Yakoma et Massimanimba. En effet, selon la CENI, après les investigations de la commission qu'elle a mise sur pied pour enquêter sur les dénonciations de fraude, la centrale électorale a annulé les élections dans les circonscriptions précitées. Au regard de cette nouvelle donne, après cette annulation, la CENI n'avait pas le droit d'annuler ce que la Cour a dit dans l'une de ses audiences. Mais les vins étaient déjà tirés, il fallait qu'il les boive. Au regard de cette nouvelle donne, la Cour considère que, comme juge électoral, elle doit désormais vérifier l'authenticité et la sincérité du scrutin en s'assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'elle peut rectifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou de fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux. Même en dehors de tout contentieux ou en cas d'un recours déclaré infondé. Cela veut dire que sur base de l'article 75.1 de la loi électorale qui dispose que les juges électoraux saisis s'ils constatent qu'il y a erreur matérielle, il peut rectifier cette erreur et communiquer la décision à la CENI. La Cour, aujourd'hui, a étendu son pouvoir. Elle n'est plus seulement saisie et elle se prononce sur les faits sur lesquels elle est saisie. Elle peut aussi, si elle constate la progression anormale des suffrages exprimés en faveur d'un candidat, c'est-à-dire dans une... C'est-à-dire quoi, la progression anormale, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans un bureau de vote qui était placé à la RTGA, c'est un exemple, même s'il ne peut pas y avoir de bureau de vote ici, on constate que sur les 100 candidats qui sont dans cette circonscription-là, seule Mme Chako s'est tapé toutes les voix de ce quartier-là. Les autres ont eu 0, 0, 0, 0. Ça ne s'explique pas. Ce sont des choses qu'on a vues dans ces élections. À l'époque 2006-2011, on avait des gros bulletins de vote, on avait des urnes, c'était difficile de se taper 10 000 bulletins dans sa maison, c'était facilement. Mais aujourd'hui, on a des machines à voter, le mode de scrutin a évolué, le mode de vote a évolué.
et que quelqu'un peut avoir 10 machines à voter dans sa maison, il s'est fait député national. Donc la Cour constitutionnelle, parce qu'elle est là également pour adapter sa jurisprudence, adapter sa manière de traiter les contentieux électoraux sur base de l'évolution elle-même du mode de scrutin, elle a jugé bon désormais que si elle constate qu'il y a progression anormale des suffrages, parce qu'elle est avec la CENI les seules institutions qui ont les vrais résultats. La CENI a les PV, elle les transmet à la Cour. La Cour analyse tous les PV transmis par la CENI. La CENI a invalidé les gens, mais elle n'a pas invalidé tous les fraudeurs. La Cour, qui a eu tout le temps de vérifier, elle a vu qu'il y a eu progression anormale des suffrages exprimés en faveur de certains candidats. Et là, alors décidé, parce que, oui, certaines requêtes ont été empêchées au sein même des partis politiques. On ne peut pas attaquer tel parce qu'il est tel, parce qu'il est tel, parce qu'il est l'enfant d'eux, parce qu'il est le frère d'eux. Ok, on n'a pas attaqué, mais la Cour a désormais le pouvoir de tout vérifier. Si elle voit qu'il y a une anomalie, elle peut rectifier vos résultats et vous invalider, même si vous n'avez pas été attaqué. Très bien, je pense que nous avons tous compris sur cet aspect qui est très très important finalement, pour que même la population comprenne pourquoi la Cour est en train d'invalider ceux qui n'ont pas été attaqués. Maître Vincent Goy, merci d'être passé sur notre plateau. Vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs et auditeurs aujourd'hui? Beaucoup de salutations, souhaiter que notre pays se porte bien, parce que nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas également droit à l'erreur pour les 5 ans à venir. Je suis membre de l'Union Sacrée. Je souhaite bonne chance au président de la République dans toutes les réformes qu'il pourra entreprendre pour l'intérêt de la population congolaise. Et je suis sûr qu'il va réussir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission semaine après semaine. Vous nous suivez avec votre sympathique attention en mon nom et au nom de toute cette grande équipe. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec le même plaisir. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.